merci à tous les auditeurs de cette 4e édition du séminaire L'Humain, qui aujourd'hui a pour objet le thème de la vulnérabilité. Donc, nous sommes vraiment très, très heureuses, Lucie Alidière et moi-même, d'avoir parmi nous Frédéric Armstrong, qui donc a une chaire UNESCO sur la question de l'enseignement en prison et donc qui est spécialiste de ces questions de vulnérabilité et qui va nous faire une présentation à la fois théorique et pratique de ce concept. Ensuite, Lucie Alidière prendra la parole pour expliquer au travers de ses différents projets d'enseignement en prison comment elle interroge cette notion en particulier. Et ensuite, ce sera mon tour sur la question des migrants et des élèves, en particulier allophones, publics vulnérables s'il en est, de voir comment effectivement cette notion peut être interrogée, avec bien entendu en ligne de mire la question du numérique, c'est-à-dire ces publics qui sont vulnérables à l'aune du numérique, comment effectivement cette catégorisation peut réinterroger l'usage du numérique dans les contextes qui nous intéressent. Donc, on est très content de vous proposer cette thématique aujourd'hui parce que pour nous, c'est vraiment une thématique interdisciplinaire qui va être traitée par Frédéric Armstrong sur le plan philosophique. Donc, ça nous intéresse vraiment de pouvoir partager cette connaissance avec les travaux qu'on peut faire ici dans notre unité de recherche L'Humain. Et bien entendu, donc dans la seconde heure, ce sera le moment où vous pourrez intervenir en tant qu'auditeur pour poser toutes les questions qui vous intéressent, que ce soit dans le fil de discussion ou bien directement en prenant la parole. Merci encore et bon séminaire à tous. Frédéric, on te laisse la parole avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci Nathalie, merci Lucie de m'avoir invité aujourd'hui à partager le fruit de mes réflexions sur la vulnérabilité et son utilisation dans plusieurs domaines. Comme vous allez le voir, ma présentation est parfois un peu théorique, un peu lourde. Si vous voulez, n'hésitez pas à allumer vos écrans pour que je vois vos regards perplexes ou dubitatifs. Ça pourrait peut-être m'aider à recadrer ou clarifier certains trucs. Idéalement, je pense que dans les faits, ça ne sera pas si complexe, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Je me présente, je m'appelle Frédéric Armstrong, comme ça a été dit. Je suis co-titulaire à la recherche de la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison. Nous sommes situés à Montréal, au cégep Marie-Victorin. Nous sommes la seule chaire UNESCO dans un collège au Canada. Et on s'intéresse à la recherche appliquée pour l'éducation en prison. Et par contre, moi, dans une autre vie, j'ai fait un doctorat en philosophie dans lequel je me suis beaucoup intéressé à la notion de vulnérabilité par le biais des réflexions sur le droit des minorités ou le droit des groupes que j'appelle des groupes minorisés. Et la notion de vulnérabilité, comme on va le voir, est utilisée dans plusieurs domaines, notamment dans les réflexions sur l'éducation en prison ou sur l'éducation des personnes migrantes, pour la simple et bonne raison que ces catégories de personnes sont souvent étiquetées ou qualifiées de groupes vulnérables. Et ce que je me suis rendu compte, moi, dans mes propres recherches sur la vulnérabilité, c'est que ce n'est pas toujours clair ce que ça veut dire, vulnérabilité, ce n'est pas toujours clair ce que ça implique, que les appels à la vulnérabilité. Puis j'espère que ma présentation va pouvoir mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Donc, le sous-titre de ma présentation, qui sera plus clair à la fin, vers une reconnaissance des fonctions génératives de la vulnérabilité et de son caractère différencié. Je commence avec quelques notions plutôt générales, en fait, tout simplement pour vous dire que la vulnérabilité, pour vous rappeler, en fait, parce que vous le savez déjà, que la vulnérabilité, c'est une notion qui est omniprésente, qui est présente dans les médias, notamment ici à gauche, une dépêche du Journal de Montréal qui nous enjoint à mieux protéger les plus vulnérables. Ici, on suppose que les personnes les plus vulnérables sont les personnes âgées. On n'a pas d'indice. En fait, le seul indice, c'est la photo. À droite, on a une photo qui est un peu plus ambiguë. On a une personne qu'on imagine peut-être migrante, qui est derrière une grille, en tout cas, qui porte un masque, donc dans une situation de pandémie.
Bon, on sait que la COVID-19 met les populations vulnérables à risque, mais on ne sait pas exactement pourquoi cette personne-là est accolée à cet article sur la vulnérabilité. Et puis finalement, l'article du Monde, en fait, qui nous dit en fait que certaines politiques publiques peuvent avoir un impact sur les populations vulnérables, un impact qui est différencié. Cependant, c'est aussi un concept équivoque. Ici, je ne passerai pas cette slide en revue. L'idée ici, c'est simplement pour l'anecdote de montrer qu'il y a en fait tout plein de différentes définitions de la vulnérabilité. Pour l'anecdote, je m'en vais dans une conférence à Manchester. Moi, je vais discuter Il faudrait fermer votre micro, s'il vous plaît. Moi, je m'en vais discuter de mes thèses sur la vulnérabilité d'un point de vue philosophique. Et puis, en fait, j'assiste à une conférence en Disaster Studies qui s'intitule Vulnerability and Risk and Disasters, pardon. Et puis, il y a cette présentatrice qui nous montre ces slides-là. C'est 2 pages ici de 24 définitions complètement différentes de vulnérabilité, des définitions avec lesquelles je n'ai jamais travaillé moi-même. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs champs d'études qui utilisent le concept de vulnérabilité dans leurs travaux pour établir des priorités pratiques ou des priorités normatives, sans nécessairement s'entendre sur ce que veut dire le concept de vulnérabilité. Si bien qu'on est arrivé à cette espèce... On part de cette sentence, de cette prémisse morale qui paraît tout à fait intuitive. Il faut protéger les plus vulnérables, mais on arrive très rapidement à la question... qui sont-ils, ces personnes les plus vulnérables? Et malheureusement, dans la littérature, il n'y a pas de réponse claire à cette question-là. En fait, ce qu'on a, c'est ce que j'appelle des listes d'épicerie. Au moins, ce qu'on a souvent, c'est ce que j'appelle des listes d'épicerie, c'est-à-dire des listes disparates, hétéroclites, qui mettent en commun des objets qui n'ont pas nécessairement grand-chose à voir entre eux. Pour l'exemple ici, dans le glossaire de la Commission européenne, la section Migration et Affaires intérieures, que je reproduis ici à l'identique, on nous nomme une liste de catégories de personnes. Ici, c'est en anglais, mais on a des mineurs pas accompagnés, des victimes de trafic humain, des personnes qui ont été soumises à la torture ou des personnes qui ont été victimes de mutilations génitales féminines. Ici, les catégories qui sont reproduites en gras sont en gras dans l'original. Donc, on suppose que ces catégories-là sont plus vulnérables que les autres. On ne sait pas exactement par quels critères ou qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les personnes mineures ou les personnes âgées ou les personnes enceintes. De la même façon, le Conseil des organisations internationales des sciences médicales nous donne une liste en 2002 qui inclut les étudiants, les employés subordonnés, les assistés sociaux, les pauvres, les SDF, les prisonniers, etc., etc. Encore une fois, une liste hétérogène de groupes qui sont par ailleurs hétérogènes, donc une liste hétéroclite qui ne nous donne pas d'indice sur ce que c'est vraiment que la vulnérabilité, si ce n'est qu'une étiquette. En 2016, le CIOMS a révisé sa façon de concevoir la vulnérabilité pour nous dire que plutôt que d'étiqueter des catégories de personnes comme étant vulnérables a priori, en fait, il faut plutôt se concentrer sur les caractéristiques qui peuvent rendre une personne vulnérable dans une situation donnée. Néanmoins, ils vont reconnaître que certaines circonstances font en sorte que certains groupes sociaux en entier doivent être considérés a priori comme vulnérables, même si chacun des membres de ces groupes n'est pas intrinsèquement vulnérable, c'est-à-dire intrinsèquement là, dans son corps, ou dans sa chair, ou dans son existence qui lui est propre. Et donc ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a certains groupes qu'il faut traiter comme s'ils étaient vulnérables par quelque chose comme un principe de précaution. Selon, en fait, comme quelque chose comme un principe de précaution. Il y a évidemment plusieurs tentatives dans la philosophie de clarifier cette catégorisation-là. Et je vous dirais que dans la philosophie, on retrouve en gros, là, c'est certain que c'est schématique, mais on retrouve en gros deux conceptions rivales, deux façons de concevoir la vulnérabilité. Les premières conceptions sont des conceptions dites ontologiques, qui sont défendues notamment par Judith Butler, Martha Feynman ou Naïma Abouni, qui est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ici, la vulnérabilité est un élément fondamental, essentiel et inéluctable de la condition humaine.
elle est intimement liée à notre socialité, à notre caractère social, et notre corps qui est fait d'une chair relativement fragile. Ici, la définition de vulnérabilité est très fidèle à la racine latine du mot, qui est vulnus, qui veut dire blessure. Et donc ici, la vulnérabilité veut simplement être vulnérable, c'est être littéralement blessable. Évidemment, l'implication, c'est que tous les êtres humains sont vulnérables. La deuxième famille de conceptions de la vulnérabilité sont des conceptions dites relationnelles. Ici, c'est défendu par Robert Goodin, Angela Martin ou Nicolas Vroussalis dans le champ de la théorie politique. Ici, la vulnérabilité, elle est une fonction de la fragilité d'un objet et du risque auquel il est exposé. Donc, P, l'objet P va être vulnérable si et seulement si P il est en relation avec quelque chose d'autre qui augmente les chances que P subisse un dommage quelconque. Un dommage, un tort, etc. Et donc ici, l'implication, c'est que seulement certaines choses sont proprement décrites comme vulnérables dans certains contextes. Cependant, puis là, il faut bien noter, c'est quand même assez important, c'est qu'on arrive quand même à dire que tous les êtres humains satisfont cette définition, ne serait-ce qu'un momentanément, parce que tous les êtres humains, si on a une perspective diachronique, c'est-à-dire qu'ils se déplacent dans le temps, bien, tous les êtres humains sont à un moment ou un autre de leur vie exposés à des risques ou à des dangers. Mais ce qui est important, c'est que la vulnérabilité dans ces conceptions-là, elle est définie comme une propriété relationnelle qui émerge d'une relation entre un objet et son contexte qui le met à risque. Donc, la vulnérabilité, elle n'est pas intrinsèque à l'objet qu'on pointe ou qu'on étiquette comme étant vulnérable. Par contre, on arrive, donc il y a ces deux conceptions-là, puis on arrive avec quelque chose comme un paradoxe. Comment se fait-il que la vulnérabilité peut être universelle et particulière à la fois? Il semble que ces deux catégories sont mutuellement exclusives. Comment quelque chose peut être constant et circonstanciel? Comment peut-on être vulnérable tout le temps et seulement dans certaines situations? Il y a aussi des tensions normatives et politiques qui émergent du contraste entre ces deux conceptions de la vulnérabilité. Donc, le premier argument, la première prémisse de l'argument, nous devons protéger les personnes vulnérables. On l'a vu, c'est une prémisse qui paraît intuitive, qui est utilisée dans le sens commun et dans le discours politique quotidien. Surtout en ce moment, en période de pandémie. On sait cependant que tous les êtres humains sont vulnérables, mais que certains sont plus vulnérables que les autres. Et là, on pense évidemment à la fameuse phrase de George Orwell, tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Est-ce qu'il faut croire que tous les êtres humains sont vulnérables, mais que certains sont plus vulnérables que les autres? Et ce que je vous propose ici, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment à quelle conclusion on doit arriver à partir de ces prémisses. On a l'obligation morale de protéger les personnes vulnérables, mais si on ne sait pas qui sont les personnes les plus vulnérables, on ne sait pas comment instancier ou comment respecter cette obligation-là. Et surtout, lorsqu'on se dit qu'il y a des personnes qui sont plus vulnérables que les autres, bien, si tout le monde est vulnérable, personne n'est vulnérable sur le point normatif. Et donc, on arrive à une espèce de réponse très insatisfaisante sur le plan normatif et pratique. On peut se demander aussi comment déterminer les mesures de protection adéquates si on ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait qu'une personne est vulnérable et qui sont les personnes vulnérables. On peut se demander comment prioriser les soins, puisqu'on ne sait pas comment quantifier ou qualifier la vulnérabilité des personnes. Et je vous propose, on peut se demander comment éviter les dérives paternalistes. Je m'explique. Par paternaliste, j'entends agir pour le bien de quelqu'un sans nécessairement prendre en considération ses besoins, ce que la personne désire. Donc, j'agis pour ton bien sans nécessairement t'entendre ou t'écouter. Évidemment que dans certaines situations, la vulnérabilité d'une personne peut devenir un prétexte pour la protéger ou pour la surprotéger contre son gré. Avec les personnes migrantes ou avec les femmes enceintes ou avec les femmes ou les personnes incarcérées, il y a plusieurs personnes qui pourraient être tentées d'agir ou d'intervenir dans leur vie en prétextant que ce sont des personnes vulnérables. Or, parfois, ces interventions sont paternalistes et illégitimes. Les conceptions relationnelles ici vont mettre l'accent sur les vulnérabilités qui sont dites arbitraires. Ici, sans nécessairement dire qu'il y a un degré zéro de vulnérabilité,
Bien, il semble que la vulnérabilité des personnes varie, notamment à cause de leur position sociale. Si bien qu'il faut évaluer les risques pour identifier des situations qui sont urgentes. Puis les conceptions relationnelles mettent l'accent sur cet aspect de nos réflexions. Par exemple, les personnes migrantes ou les personnes racisées méritent une attention particulière à cause de leur vulnérabilité qui est relationnelle. Cependant, plusieurs personnes vont dire non, nous, on n'est pas vulnérables. C'est la situation dans laquelle on est qui nous rend vulnérables. Parce qu'en fait, ils jugent l'étiquette vulnérable stigmatisante et essentialisante. Stigmatisante parce que la vulnérabilité est souvent associée à un état de dépendance, un état de faiblesse, un état de vulnérabilité, en un mot. Les conceptions ontologiques, elles, veulent reconnaître la vulnérabilité de tous et toutes. Pourquoi? En fait, c'est que l'idée ici, je ne vais pas lire toute la citation, mais c'est une citation de la Vulnerability and the Human Condition Initiative, qui souhaite utiliser le concept de vulnérabilité non pas comme un concept comparatif qui nous permet de comparer des situations, mais comme un concept unificateur qui nous permet de dire que tous les êtres humains ont besoin à un certain moment de protection sociale. Et donc, on ne devrait pas parler des travailleurs ou travailleuses vulnérables, mais de la vulnérabilité du sujet vulnérable en tant que travailleur ou en tant que travailleuse. Ici, c'est une thèse qui est défendue par Martha Feynman, justement, qui défendait dans un bouquin publié en 2002, le mythe de l'autonomie, l'idée selon laquelle, en fait, il y a cette espèce de mythe dans l'espèce d'imaginaire collectif états-unien qui nous dit que certaines personnes sont indépendantes, certaines personnes sont autonomes et que, si bien que la protection sociale est un frein à cette autonomie. Ce que Martha Feynman nous dit, non, en fait, tout le monde est vulnérable, la vulnérabilité, elle est universelle, et c'est à partir de cette prémisse qu'on doit penser les politiques de protection sociale, puisque le commitment ou l'engagement vers l'égalité doit s'appuyer sur cette idée que tous et toutes nous sommes tous vulnérables. Donc, pour récapituler, ce qu'on a ici, c'est on peut se poser la question, en fait, faut-il mettre l'accent sur les vulnérabilités ontologiques, communes, universelles et inévitables, pour justifier des systèmes de protection sociale qui seraient équitables et universels? Ou faut-il plutôt mettre l'accent sur les vulnérabilités relationnelles, particulières, arbitraires et évitables, pour mettre en place des systèmes de protection ciblés? Et, ultimement, sous-jacent à ces deux questions, on peut tout simplement se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut résoudre le paradoxe de la vulnérabilité selon lequel on l'est tous et pas à la fois? Il y a évidemment plusieurs tentatives dans la littérature de résoudre ces questions. Et je n'ai pas le temps de les passer en revue. Je pourrais passer des références à la fin si vous voulez. Mais essentiellement, trois exemples notables, quatre en fait exemples notables à mon avis. Il y a Katrina McKenzie et ses collègues qui ont publié en 2013 un article et un bouquin sur la vulnérabilité en bioéthique qui fait une typologie très intéressante de la vulnérabilité en distinguant les sources de vulnérabilité et les circonstances de vulnérabilité. Il y a Angela Martin et moi-même qui défendons, sans nécessairement, on ne s'est pas entendu, on a fini par se rencontrer, mais on ne s'est pas entendu avant de défendre cette thèse-là. Une thèse selon laquelle la vulnérabilité est en fait une disposition, ce qui explique qu'elle n'est pas toujours manifeste. Comme la fragilité est la disposition de certains objets à briser lorsqu'on les fait tomber par terre, la vulnérabilité est une disposition à subir un tort dans certaines circonstances données, ou à être abîmé dans certaines circonstances. Et il y a finalement Marie Garot qui a publié ce bouquin qui s'appelle « Les politiques de la vulnérabilité ». Je ne sais pas si vous voyez en miroir ou si vous voyez, mais bref, c'est un bon bouquin. « Les politiques de la vulnérabilité » qui a été publié récemment en 2018. Je prends quand même l'occasion de vous présenter ma thèse à moi, c'est-à-dire l'idée que, en fait, ce qui explique tous les espèces de paradoxes qu'on a vus, toutes les tensions normatives et conceptuelles qui existent entre les différentes conceptions de vulnérabilité qu'il y a dans la littérature, à mon avis, ce qui explique ça, c'est pas qu'on n'a pas bien compris le concept de vulnérabilité, c'est pas que les gens ils sont confus, c'est pas que en fait, c'est que dans le langage ordinaire et dans le langage théorique, il n'y a pas un concept de vulnérabilité, mais bien deux
concepts de vulnérabilité. Au Québec, on fait ça. En tout cas. Donc, 2 concepts de vulnérabilité. Il y a la vulnérabilité comme capacité. C'est cette vulnérabilité-là à laquelle on fait référence lorsqu'on dit tous les êtres humains et les êtres similaires peuvent souffrir. Cette capacité de souffrir, en fait, provient de la possibilité qu'un objet soit endommagé. C'est une possibilité métaphysique. Et cette capacité dépend des caractéristiques intrinsèques de l'objet, sa structure chimique, la façon dont son corps est construit, etc., etc. Il y a ensuite la vulnérabilité comme exposition. Cette vulnérabilité à laquelle on fait référence lorsqu'on dit, par exemple, les PME sont à risque de faire faillite durant une récession. Ici, l'exemple est choisi à bon escient parce que les PME n'ont pas un corps fragile qui pourrait être blessé. Cependant, on utilise très souvent le concept de vulnérabilité pour parler de tels objets qui n'ont pas un corps fragile capable d'être blessé. Pourquoi? En fait, pour dénoter un risque, dénoter une probabilité qu'un objet soit effectivement endommagé. Effectivement, au sens, là, dans les faits, de manière actuelle. Ici, cette vulnérabilité va dépendre des caractéristiques extrinsèques de l'objet. Par exemple, son concept, son contexte, le contexte dans lequel elle évolue. Évidemment, ces 2 concepts de vulnérabilité sont liés. Il y a une dépendance ontologique. Qu'est-ce que j'entends par dépendance ontologique? C'est tout simple, c'est qu'en fait, une chose ne peut pas être à risque de subir des dommages que si elle est capable de subir des dommages. Donc, la possibilité de dommage implique nécessairement une capacité et le risque implique nécessairement une capacité. Mais de la même façon, une chose est toujours à risque de subir des dommages si elle en est capable. Et donc, la vulnérabilité capacité et la vulnérabilité exposition sont codépendantes. Cependant, il y a des différences descriptives entre les 2. Par exemple, on va utiliser le concept de vulnérabilité pour signaler que certaines choses méritent une attention particulière dans toutes les circonstances parce qu'elles sont importantes et fragiles. Par exemple, les bébés. Donc, les bébés sont vulnérables dans n'importe quelle situation, mais pas toujours, en fait. Il y a des bébés qui sont en sécurité et tout ça. Sauf qu'on va utiliser le label, l'étiquette vulnérable pour ces objets en particulier parce qu'on veut signaler qu'elles sont à risque, en fait, qu'elles méritent une attention particulière dans toutes les circonstances. Toutefois, on ne va pas dire qu'une chose est vulnérable simplement parce qu'il est possible qu'elle soit endommagée. Et donc, on ne dit pas que la Terre est en ce moment vulnérable à l'explosion d'une supernova, même si cette explosion-là, elle est en fait possible. Mais on a besoin de quelque chose de supplémentaire pour parler de vulnérabilité dans cette situation. En effet, il faut que la probabilité de dommage soit au-delà d'un certain seuil pour que le concept de vulnérabilité soit utilisé correctement. Il y a aussi des différences normatives. C'est là le plus important, à mon avis. La vulnérabilité capacité évoque une possibilité et la vulnérabilité exposition évoque une probabilité élevée. Or, le possible, le plausible, le prévisible, le probable et l'inévitable ne sont pas moralement équivalents. En effet, prévenir un tort qui est probable et évitable est beaucoup plus urgent que de prévenir un tort qui est simplement possible. Lorsqu'on sait que quelque chose de grave va arriver, on a un devoir moral d'intervenir. Si on sait que cette chose est possible, ce n'est pas clair exactement quel est notre devoir. Et c'est pourquoi on fait cette distinction-là. En fait, c'est que la vulnérabilité exposition nous enjoint, lorsqu'on répond à la vulnérabilité exposition, on répond à quelque chose de plus urgent, à quelque chose de significatif. Je vais y venir plus en détail. Je le répète, l'emploi du mot vulnérabilité dans le discours ordinaire et dans le discours moral permet de signaler des états ou des situations qui sont moralement significatives. Cependant, ces appels à la vulnérabilité ne donnent pas nécessairement ou immédiatement d'indication sur nos obligations morales et politiques. Il faut toujours prendre en compte la valeur de l'objet, sa fragilité et son exposition au risque, c'est-à-dire la probabilité que sa vulnérabilité se manifeste dans les faits. Et donc, il me semble que, toute chose étant égale par ailleurs, la vulnérabilité d'une chose qui est futile, robuste et isolée est beaucoup moins significative que la vulnérabilité d'un objet précieux, fragile et exposé. Et pour ce faire, on a besoin de la distinction entre la vulnérabilité capacité et la vulnérabilité exposition.
Reconnaître l'existence des deux concepts nous permet effectivement d'expliquer pourquoi il semble y avoir plusieurs conceptions contradictoires de ce concept. Pourquoi ensuite faire la distinction? C'est que même si la vulnérabilité-capacité nous permet vraiment de signaler que certains objets peuvent être endommagés, il faut, à mon avis, reconnaître la distinction entre la vulnérabilité-capacité et la vulnérabilité-exposition, puisque celle-ci nous permet de faire référence à un ensemble, un éventail de modalités entre le possible et l'inévitable. Et cette distinction nous permet de faire un jugement beaucoup plus précis, autant sur le plan descriptif que normatif, sur les différentes situations de vulnérabilité. Par exemple, Black Lives Matter. Le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis nous dit essentiellement que certaines catégories sociales, les Afro-Américains notamment, les jeunes hommes en particulier, sont vulnérables à la violence policière. Mais on pourra noter, à juste titre, que tous les êtres humains ont la capacité de souffrir de la violence policière. On a tous le même corps et on souffrirait également de recevoir un coup à la tête, etc., etc. Mais ce n'est pas à cette vulnérabilité-capacité que les militants et militantes de Black Lives Matter font référence. Ils font référence à l'exposition au risque, à la vulnérabilité-exposition d'une certaine catégorie de personnes à quelque chose comme la violence policière. Et donc, s'il est vrai que tous et toutes avons la capacité, nous avons tous la capacité de souffrir, ce n'est pas à cette vulnérabilité-là que les militants de Black Lives Matter font référence. Et donc, de leur répondre « All lives matter », en fait, c'est ne pas comprendre le concept auquel ils font référence. Or, sans cette distinction-là entre la vulnérabilité-capacité et la vulnérabilité-exposition, c'est très difficile d'expliquer pourquoi la réponse « nous sommes tous capables de souffrir de violence policière », pourquoi cette réponse-là, en fait, n'est pas appropriée dans le contexte. Même si elle est vraie au demeurant. Et donc, armé de cette distinction, on peut revisiter les conceptions rivales. Les conceptions ontologiques peuvent reconnaître l'importance morale du risque et de la vulnérabilité-exposition. Ça, c'est vrai. Par contre, elles mettent l'accent sur la valeur morale de notre vulnérabilité à nous, pour dénoncer le mythe de l'indépendance. Et ce faisant, à mon avis, elles limitent la portée du concept de vulnérabilité à des êtres comme nous qui ont la capacité de souffrir. Qu'en est-il dans ce contexte de la vulnérabilité des écosystèmes ou des institutions qui n'ont pas un corps blessable comme nous? Il semble que ce soit utile de parler de ces objets en tant qu'objets vulnérables. La vulnérabilité-capacité aussi détourne notre attention des bases sociales et arbitraires de la vulnérabilité-exposition. Elle nous empêche de faire la distinction entre ceux qui sont réellement à risque de ceux qui ne le sont pas vraiment. Une distinction qui est, sur le plan pratique et normatif, très importante. À mon avis, montrer qu'il est non seulement possible, mais probable que les membres d'un groupe social soient privés de leurs droits fondamentaux est crucial pour la pratique morale et politique. On parle ici de probabilité et pas de possibilité. Il faut reconnaître, donc, le caractère différencié de la vulnérabilité-exposition, même si tout le monde a la capacité de souffrir, puisque certaines personnes font face à des probabilités ou des risques plus élevés. Or, les conceptions universalistes de la vulnérabilité qui refusent de concevoir les aspects comparatifs de ce concept doivent, à mon avis, être tout simplement abandonnées. Cela étant dit, la reconnaissance de la vulnérabilité-capacité, elle est cruciale aussi pour la réflexion morale et politique. Pourquoi est-ce qu'elle est cruciale? En fait, c'est que notre capacité de souffrir, elle est au cœur de la condition humaine et des règles morales que nous nous donnons. Tout simplement, par exemple, c'est un peu banal, mais si nous n'avions pas la capacité de souffrir, on n'aurait pas besoin de système de santé. Sur le plan politique, c'est quand même quelque chose de très significatif. Mais elle est aussi au cœur de nos relations les plus significatives. Les relations amoureuses, les relations filiales, les relations parentales, même si nous ne sommes pas toujours exposés au risque. La relation que j'ai avec mes enfants, elle est marquée de cette vulnérabilité-là. Le sentiment que j'ai d'être obligé de les protéger vient de l'intuition que j'ai selon laquelle mes enfants sont
particulièrement vulnérables, ils sont capables de souffrir. De la même façon que lorsqu'on interagit avec quelqu'un. Donc, toutes nos relations significatives sont marquées par la vulnérabilité. On ne peut pas donc l'éliminer complètement. Il faut la reconnaître et l'accepter a fortiori dans un processus éducatif et thérapeutique. Ça va devenir très, très, très important dans la conclusion, dans les remarques de conclusion que je vais faire dans un instant. Implication et discussion. Ici, on a des photos de personnes incarcérées qui étudient ou qui utilisent des technologies numériques pour étudier. Donc, on a fait tout un laïus sur la vulnérabilité. On a différentes conceptions de la vulnérabilité, une distinction entre vulnérabilité exposition et vulnérabilité capacité. On peut se demander qu'en est-il de l'utilisation des technologies numériques pour l'éducation des personnes dites vulnérables. Je commence, en fait, pour montrer patte blanche. À la chaire UNESCO, notre mission, c'est, dans le contexte où l'éducation pour tous doit inclure les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées de notre société, telles que les prisonniers, la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison a pour mission de promouvoir, stimuler et encourager la recherche appliquée liée aux différents aspects de l'éducation en prison. Donc ça présuppose qu'il y a des personnes vulnérables, que les prisonniers en font partie, et qu'ils méritent une certaine attention particulière. Donc, tenons pour acquis, là, ne serait-ce qu'un instant, que les personnes incarcérées ou migrantes correspondent en fait à des catégories de personnes vulnérables. Il faut certainement, dans ce contexte, les protéger, ou à tout le moins, considérer leurs intérêts avec prudence et attention. Et l'éducation permet certainement de diminuer certaines formes de vulnérabilité. Mais est-ce que toutes ces personnes sont vraiment vulnérables? C'est une question qu'on peut se poser. Les groupes qui sont dits vulnérables sont hétérogènes et les sources de vulnérabilité sont complexes et diverses. Et donc, c'est peut-être un peu trop simple, voire simpliste, de dire qu'il faut simplement protéger les personnes incarcérées et les personnes migrantes. Il faut faire attention à la stigmatisation. En parlant d'un groupe hétérogène comme les personnes incarcérées ou les personnes migrantes comme un groupe vulnérable, on peut parfois être stigmatisant. Et donc, il faut faire attention à cela. Mais au-delà de ça, on peut se poser la question, est-ce que les technologies sont vraiment la meilleure façon d'améliorer les services éducatifs pour les personnes migrantes ou les personnes incarcérées? On peut se demander aussi si on doit, voir si on peut éliminer la vulnérabilité. Donc, je vais passer ces différentes questions en revue dans ce qui suit. Si l'on tient pour acquis que les technologies numériques améliorent l'accès à l'éducation en prison, on peut penser que toute chose étant égale par ailleurs, il faut promouvoir l'accès à ces technologies, en particulier pour les personnes vulnérables. Prenons ça pour acquis. En plus, l'environnement carcéral, il est dangereux et la présence en classe expose les étudiants comme les enseignants à plusieurs dangers. Et la technologie pourrait améliorer autant l'accès à l'éducation et diminuer l'exposition au risque. C'est un gagnant-gagnant. Un contre-argument ici. Sachant que le contact et le lien significatif entre l'enseignant et l'apprenant font partie intégrante de la relation andragogique. Sachant aussi que l'utilisation des technologies peut diminuer les contacts et les liens significatifs entre l'apprenant et l'enseignant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas l'impression d'avoir un contact si étroit et significatif avec vous. On est dans une relation, je ne dirais pas que je suis un enseignant, mais en tout cas, on est tous apprenants ici. Puis peut-être que le fait que ça se fasse via Zoom est un obstacle à notre appréciation de la conférence. Et donc, on peut donc se questionner sur la pertinence d'utiliser des outils pédagogiques qui peuvent paraître suboptimaux dans certains contextes. Et surtout, mais c'est là sur lequel je veux insister, même si l'éducation numérique est bonne en soi, et même si elle permet d'améliorer l'accès à l'éducation des personnes incarcérées, il faut être prudent a fortiori quand il s'agit de populations vulnérables. En fait, c'est qu'il ne faudrait pas que la vulnérabilité devienne un prétexte pour imposer des méthodes pédagogiques qui sont mal adaptées aux besoins de l'apprenant. Et on peut se poser la question, est-ce que si les technologies numériques en prison, est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée? Ensuite,
Un deuxième argument qui m'apparaît quand même plus important que le premier, parce que le premier est un peu spéculatif. La vulnérabilité, à mon avis, c'est nécessaire à l'apprentissage. Pourquoi? En fait, c'est qu'il faut reconnaître sa vulnérabilité, pouvoir se placer en situation de vulnérabilité pour apprendre et pour évoluer. Lorsqu'on entre dans une salle de classe, surtout quand on est une personne incarcérée, on reconnaît certaines vulnérabilités. On reconnaît qu'on a besoin d'aide pour apprendre, on a besoin d'aide pour cheminer. Alors, la relation entre l'apprenant et l'enseignant génère certaines vulnérabilités. A fortiori parce que c'est une relation qui est intime, proximale, qui implique une proximité. Et même si cette relation contribue au processus andragogique, elle génère ou amplifie certaines vulnérabilités qu'on ne peut tout simplement pas éviter. Ainsi, l'élimination de la vulnérabilité ne peut pas être un objectif. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est plutôt reconnaître la vulnérabilité de tous et savoir distinguer les situations de vulnérabilité qui sont aussi inévitables que génératives de celles qui sont évitables, différenciées, arbitraires ou injustes. Et sur ça, j'en viens à ma conclusion. Les appels à la vulnérabilité, comme on l'a vu, ne nous donnent pas nécessairement une réponse toute faite aux questions politiques et morales qui nous interpellent. Ici, c'est un point d'exclamation, ce n'est pas un point d'interrogation, je me suis trompé. Qui doit-on protéger? Comment doit-on les protéger? Etc. Ce sont tous des questions auxquelles il faut répondre avant d'invoquer le concept de vulnérabilité pour justifier une politique publique. On doit donc traiter les appels à la vulnérabilité non pas comme des appels à l'action en particulier, mais comme des signaux qui nous alertent face à une situation qui demande une attention immédiate. Et ce n'est qu'après un examen minutieux du contexte que nous pouvons déterminer qui sont les plus vulnérables et ce que nous leur devons. Et sur ça, je vous remercie de votre écoute et je passe la parole au suivant. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation très claire et qui fait vraiment qui propose un panorama très, très intéressant sur la conception que tu proposes de la vulnérabilité. En effet, par rapport au fait aussi que tu essayes en quelque sorte d'interroger et de réconcilier des positions qui sont plutôt opposées. Et ça va vraiment aussi dans l'esprit de ce qu'on propose dans notre unité de recherche, notamment autour des travaux d'Edgar Morin sur la complexité, où on essaye de faire reliance entre différentes théories. Donc, merci beaucoup. Alors, ce qu'on voudrait demander avec Lucie par rapport effectivement au séminaire, c'est s'il y a des gens déjà qui ont des questions précises à poser à Frédéric Armstrong à ce stade. Et ensuite, Lucie Alidière enchaînera avec les projets qu'elle mène en prison et comment elle interroge ce concept de vulnérabilité. Mais on se disait que peut-être pour aérer un petit peu et créer du lien, ce que tu as dit tout à l'heure aussi, avec le public, leur laisser poser quelques questions précises vraiment sur cette présentation, quelques minutes, et puis ensuite enchaîner avec la deuxième présentation qui sera plus courte, 10-15 minutes environ. Donc, s'il y a des collègues, des auditeurs qui ont envie de poser des questions, soit dans le fil de discussion, soit directement en levant la main, ce sera avec plaisir. Des questions de précision à ce stade. Faut pas être timide. Non, il n'y a pas de question. Alors, je me lance. Bonjour. Est-ce que vous pouvez dire... Je suis Camille. Vous pouvez allumer votre caméra? Oui, oui. Je ne vois pas. Je l'allume. Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est bon. Je voulais juste revenir sur, à la fin de votre présentation, quelque chose que je n'ai pas bien compris. Vous dites l'élimination de la vulnérabilité ne peut pas être un objectif en soi. Est-ce que vous pouvez reprendre ça, s'il vous plaît, parce que oui. Du coup, je n'ai pas bien compris. Merci. Oui, parfait. En fait, c'est que la vulnérabilité, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif en soi. Dépendamment de comment on la définit, on peut la définir comme étant, comme je le disais, une capacité de souffrir, mais aussi comme une exposition au risque. L'exposition au risque paraît intuitivement négative a priori, parce que le risque, c'est associé à des dangers, etc. Sauf que le risque, des fois, c'est payant.
comme là, quand vous avez allumé votre écran, vous vous êtes exposé d'une certaine façon. Excusez-moi, je ne voulais pas, c'est peut-être le mauvais terme dans le contexte, là, mais vous êtes rendu vulnérable. Or, cette vulnérabilité-là a fait en sorte que la relation est peut-être plus claire. Lorsqu'on serre la main de quelqu'un, on se met en position de vulnérabilité. Or, cette vulnérabilité-là, elle est significative parce qu'elle crée du lien, elle donne un sens à la relation. Et cette vulnérabilité-là, elle n'est pas nécessairement dommageable. En fait, elle est générative puisqu'elle nous encourage à prendre en compte les intérêts des autres. Une anecdote comme ça, si vous voyez un enfant de 4 ans qui est tout seul au parc, bien, sachant qu'il est vulnérable, vous allez intervenir. Vous allez être interpellé par cette situation-là. Si on n'avait pas la vulnérabilité, bien, on ne serait pas interpellé, on ne serait pas amené à l'autre, on ne serait pas amené à vouloir protéger les autres. Et donc, à mon avis, non seulement la vulnérabilité, elle est générative, mais en plus, elle donne un sens à nos relations et elle est donc nécessaire. Et on ne peut pas vouloir l'éliminer. Ce qu'il faut faire, c'est distinguer justement les situations de vulnérabilité qui génèrent ou qui sont causées par des injustices. Lorsque, par exemple, une personne racisée elle est vulnérable à la discrimination, bien ça, ce n'est pas une vulnérabilité qui est productive. Et là, il faut intervenir. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'à mon avis, on ne peut pas simplement vouloir éliminer la vulnérabilité. Merci beaucoup. Merci pour la question. Merci beaucoup pour cette question éclairante. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de précision? Abid, vous pouvez mettre votre caméra, s'il vous plaît. Obligé non plus, hein, ça, je ne vous jugerai pas. On va se mettre en vulnérabilité avec nos caméras. Par contre, j'ai besoin du son. Ça je ne peux pas lire sur les lèvres que je ne vois pas. Non, il y avait quelqu'un qui avait levé. Dans le chat, peut-être? Ou dans le fil de discussion, hein, si vous avez une question, bien sûr. Bonjour. Non, pas de question. Non, visiblement pas. Donc, on peut peut-être enchaîner avec des projets plus spécifiques et ciblés aussi sur ces questions, sur l'enseignement en prison que va nous présenter Lucie Alidière, donc maître de conférence à l'Université Montpellier 3 Paul Valéry et membre de l'unité de recherche l'humain. Très bien, merci. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Voilà. Alors, pour reprendre le titre proposé pour ce séminaire, à savoir recherche impliquée, la vulnérabilité en question à l'aune de la formation numérique. Et comme l'a très bien fait Frédéric, que je remercie pour son excellente intervention, avec la transition à la fin qui me permet, moi, du coup, de présenter, disons, des points que nous avons longuement discutés au cours des différentes séances de préparation de ce séminaire, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment cette occasion, cette perspective d'échanger dans le cadre des séminaires de l'humain qui a provoqué la rencontre de Nathalie et moi avec Frédéric Armstrong. Et évidemment, le contexte carcéral a été très rapidement questionné dans ces séances préparatoires. Et c'est donc le fruit un peu de tout ça, de ces séances que je vais vous présenter à présent. Alors évidemment, hop, on va faire comme ça. Pour commencer, il a donc été question, d'après l'exposition de ce concept de vulnérabilité, que les contraintes carcérales généraient un certain nombre, différentes formes de vulnérabilité. Pour expliquer ce propos, je vais m'attarder quelques instants sur, disons, les caractéristiques principales qui, selon moi, peuvent
peuvent permettre de parler de contraintes carcérales. Je le dis d'autant plus, donc, au sein de l'humain, nous sommes plusieurs enseignants-chercheurs à travailler sur cette question-là, et notamment de développement en fait, des technologies et des usages numériques pour l'accès à la formation en prison. Et durant ces recherches, la découverte du contexte carcéral a mis au jour un certain nombre de contraintes, alors que nous sommes plusieurs évidemment à partager, ne serait-ce qu'en s'y intéressant même de loin, notamment sur l'absence d'accès à Internet, qui sont pour l'accès à la formation assez contraignantes dans la mesure où aujourd'hui, pour beaucoup de formations, le numérique est pensé et beaucoup utilisé. Mais ce ne sont pas seulement, ce n'est pas cette seule contrainte évidemment, c'est aussi le fait que la plupart des établissements pénitentiaires sont organisés de manière à proposer de nombreuses activités tout au long de la journée. Ce qui laisse, et quand je parle d'activités, ce sont des activités qui vont de la promenade en passant par les parloirs, la visite avec les avocats, le sport, l'éducation, l'enseignement, l'accès à la formation, la bibliothèque, la cantine. Donc, il n'y a pas véritablement d'activité prisée par l'organisation de l'établissement. C'est aux détenus d'effectuer en fait ce choix, et clairement dans un choix d'activité restreint au cours de sa journée, et bien, entre avoir le choix entre être visité par les membres de sa famille et se rendre dans un cours, vous imaginez donc que la personne en question c'est un choix qui s'impose assez vite. Voilà. Donc ça, c'est une première contrainte qui crée vraiment ces formes de vulnérabilité. C'est voilà, le choix parmi des activités qui, en fait, pour certaines d'entre elles, n'en sont pas vraiment, qui sont plus que des activités qui sont essentielles, en fait, à la vie de la personne en détention pour investir le temps de peine. Une autre contrainte carcérale est l'accès à l'éducation en tant que telle. Aujourd'hui, les politiques en matière d'accès à l'éducation proposées par le système carcéral éducation en France fait de l'alphabétisation la priorité. Notamment parce que une grande partie de la population carcérale aujourd'hui est concernée par ce problème-là. Dans les recherches que nous menons au laboratoire L'Humain, la formation et le groupe de détenus plus particulièrement concernés sont les détenus qui suivent une formation universitaire. Et donc là aussi, même si c'est une population au sein de la population carcérale qui suit une formation, qui a accès à l'éducation, c'est une population assez restreinte. Vous le voyez là à l'écran sur la répartition des adultes scolarisés par niveau d'enseignement. Donc ça, c'est d'après l'enquête annuelle 2018-2019. Le niveau supérieur représenté dans la portion en Bordeaux, là, c'est 1,3% de la population totale de détenus qui suit des études supérieures. La majorité, donc, étant sur des niveaux de base. Donc, cet accès à l'éducation, lui aussi, subit, entre guillemets, des formes de priorisation qui va contraindre, parmi cette population détenue, bien de plus petits sous-groupes. Et notamment, donc, les personnes qui sont désireuses de suivre une formation universitaire, puisqu'aujourd'hui, la plupart de nos universités françaises proposent ce type d'accès via des plateformes numériques. Et donc, en l'absence d'Internet, cet accès à l'éducation est lui aussi fortement contraint.
les contraintes carcérales qui s'exercent aussi sur ces formes de vulnérabilité viennent du fait que sont très peu pris en charge la question des trajectoires scolaires et donc des profils des personnes détenues, là aussi, qui ne pensent pas forcément à s'engager dans des parcours de formation, mais qui ont un lien en fait à l'éducation et une relation aux études souvent compliquées, décousues. Donc là, j'évoque 3 travaux dont on vous indiquera les références à la fin. Ceux de Fanny Salan, qui a particulièrement travaillé justement sur cette question des trajectoires scolaires chez les personnes détenues. Et les travaux également de Bruno Milly et Emily Hughes qui s'intéressent du coup à l'éducation en prison, donc dans les formes distancielles. Et donc, encore une fois, ces trajectoires scolaires sont assez peu prises en considération dans le système d'accès, le système d'enseignement tel qu'il est aujourd'hui proposé et déployé dans les établissements pénitentiaires. Ces contraintes carcérales, elles s'exercent, provoquent des formes de vulnérabilité aussi, parce que le rôle de l'enseignant en prison n'est pas tout à fait du même acabit que le rôle que peut avoir un enseignant et dans le système, un système plus classique. Notamment parce que pour enseigner en prison, c'est avant tout la détention et les contraintes sécuritaires qui s'exercent avant tout le reste. Et que pour pouvoir organiser un cours, pour pouvoir organiser des ateliers et par exemple faire venir les détenus dans les salles de classe, ne serait-ce que ça, eh bien, il y a une lourde organisation qui est mise en œuvre et qui peut, en plus de ça, provoquer, par exemple, des interruptions de cours ou empêcher la venue d'un détenu la veille pour le lendemain parce qu'il s'est produit un incident avec un autre détenu, par exemple, ou parce que la personne n'est pas en état de venir, parce qu'on sait aussi qu'en prison, évidemment, beaucoup de personnes suivent des traitements médicamenteux pour pouvoir, disons, supporter cet environnement. Voilà. Je poursuis. Alors, je n'ai pas du tout un œil sur le temps. Donc je compte ça fait déjà 9 minutes. Voilà, donc je vais vraiment me dépêcher. De ce constat, de cette forme, de cet état descriptif assez rapide que je viens de vous faire et que j'ai d'abord fait donc à Frédéric et à Nathalie, nous en sommes venus à questionner la relation pédagogique qui, à la fois traversée par ces contraintes carcérales, permet en fait des réponses à ces formes de vulnérabilité générées, et notamment parce qu'elle va permettre de tisser des rapports relationnels. Et c'est ce en quoi, dans ce que nous a explicité Frédéric de la vulnérabilité, le concept du point de vue relationnel a particulièrement retenu mon attention. Parmi ces rapports et ces relations que permettent d'instituer la relation du détenu à l'enseignant, il y a d'abord cette idée que il y a les détenus, ces personnes qui vivent à l'intérieur des murs d'une prison, et ceux qui viennent de l'extérieur pour leur apporter une présence, une aide. Donc, c'est toutes ces personnes-là que vous voyez à l'écran, que j'ai mis entre guillemets, ces personnes venant de l'extérieur, soit autant de bénévoles que des enseignants, des chercheurs, des associations, donc qui viennent comme ça à la rencontre de ces personnes vivant dans les murs. Souvent, c'est un peu la distinction qu'on fait dans et hors les murs. Et donc, cette idée que les personnes provenant de l'extérieur viennent donc apporter des formes d'aide, en tout cas des réponses à ces formes de vulnérabilité.
l'autre rapport qui peut se tisser en fait en interrogeant le concept de vulnérabilité du point de vue relationnel, c'est la question du rapport au temps de la peine carcérale. Autrement dit, lorsqu'une personne décide d'investir une formation dans le temps de sa peine, c'est aussi une façon de répondre, en tout cas d'investir, on va dire, efficacement, ou en tout cas, au moins du point de vue occupationnel et dans un idéal efficacement, le temps de la peine. Donc, autant d'occasions, lorsqu'il s'agit des études et de la relation qui se tisse avec l'enseignant, autant d'occasions d'investir et de comprendre les raisons pour lesquelles la personne est en détention. Et enfin, l'autre point de vue qu'on a abordé, c'est du coup la vulnérabilité au sens où il y a un rapport qui se tisse aussi entre, pour le détenu, entre le rapport qu'il développe à ses études par rapport à ses cours et à la figure de l'enseignant. Et où l'on voit que l'enseignant en milieu carcéral va, entre guillemets, incarner une figure d'autorité, mais aussi une figure de guide en quelque sorte. Là, vous le voyez à l'écran, à l'image extraite du corpus qu'on avait réalisé d'enregistrement audiovisuel de plusieurs cours en prison, où cette question vraiment du lien particulier entre le détenu et l'enseignant se pose. Alors, vous voyez en plus, là, dans l'image, un cours en prison, c'est quasiment du cours particulier. Hein. On n'assiste jamais à des cours à plus de 10 personnes. Hein. Aussi pour des questions sécuritaires. Mais du coup, ce sont aussi des espaces qui permettent effectivement que ce rapport, cette relation pédagogique se déploie et soit considérée aussi comme une réponse à des formes de vulnérabilité. Alors, j'ai focalisé sur la relation pédagogique, mais évidemment, du point de vue politique et dans la sphère publique, d'autres réponses sont proposées, notamment par le biais des établissements pénitentiaires sur le principe du public-privé. Pourquoi? En fait, très souvent, ces établissements sont construits par des entreprises privées. Les services qui sont assurés sont en partie liés aux services publics, mais pas que. Ce sont aussi des entreprises privées, par exemple, qui gèrent les cantines, etc. Et ce sont des établissements plus récents qui ont vu le jour en introduisant notamment, d'un point de vue sur le plan technique, des réseaux intranets pour permettre justement que du contenu, entre autres choses, que du contenu pédagogique, des cours, puisse en fait être mis en réseau et proposé et mis à la disposition des personnes détenues qui suivent des cours. Une autre réponse est en lien avec ces établissements pénitentiaires de partenariat public-privé, ce sont les différentes plateformes intranet de gestion des activités sur lesquelles les personnes détenues peuvent elles-mêmes agir. Et finalement, des tentatives comme ça d'autogestion de leur emploi du temps. Une autre réponse qui est apportée très ponctuellement, mais qui est toujours sujet à beaucoup de discussions aussi dans la sphère publique, c'est la question de l'accès autorisé, mais très limité, à Internet. Alors, il me reste malheureusement assez peu de temps. Je terminerai sur cette idée que, après la question de l'accès à la formation en prison et de son rapport aux technologies, est jalonné d'apparition de différentes technologies, de la communication,
avec notamment la télévision, présentée comme vecteur de modernité à l'époque, toujours en direction de ce public dit vulnérable, donc sorti de la société, mais à qui on doit quand même, par le biais de ces technologies, leur donner la possibilité de ne pas être complètement exclus. Donc les technologies ont cette utilité-là. Donc il y a d'abord eu la télévision, puis l'ordinateur, mais qui ont elles-mêmes en fait généré d'autres types de vulnérabilité, pour la simple et bonne raison que au fil du temps, la télévision est devenue pas seulement une possibilité pour la personne détenue d'avoir un œil sur l'extérieur, mais une vraie occupation, voire provoquer des formes d'addiction, puisque beaucoup de détenus, en fonction des établissements, peuvent passer 20 heures dans leur cellule, donc possiblement 20 heures à regarder la télévision. Idem pour l'ordinateur, on le voit très bien, c'est parce que même si certes l'accès est possible, on remarque que dans la population carcérale, beaucoup de personnes savent se servir de manière très très basique d'un ordinateur. Donc voilà, cette introduction progressive est marquée dans l'histoire. Vous le voyez sur l'encart d'à côté, hein, 85, c'est Badinter qui donc autorise l'utilisation de la télévision en prison. 90, Jack Lang par rapport à l'ordinateur. Mais voilà, elle génère d'autres formes de vulnérabilité. Bon, peut-être je vais passer là-dessus pour pouvoir laisser la parole à Nathalie, parce que je crois bien que je suis à 20 minutes maintenant. Peut-être on pourra y revenir sur cette dernière diapositive dans l'espace de discussion, ou comment, effectivement, on pense aujourd'hui le développement des usages numériques sans pour autant être dans des effets stigmatisants auprès de la population carcérale. Alors, Nathalie, je te laisse du coup enchaîner. Merci beaucoup, Lucie. Donc, je vais continuer avec un autre type de public, de population, qui sont les élèves et les adultes migrants donc, qui arrivent en France, puisque ça fait à peu près 20 ans, presque 20 ans maintenant que je travaille avec ces publics, dans le cadre aussi d'une interrogation par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'éducation et notamment de leur enseignement du français en tant que nouvelle langue. Et donc, bien entendu, dans les discussions qu'on a eues au préalable avec Frédéric et puis Lucie, j'ai essayé de reprendre un certain nombre de questions qui avaient été posées du point de vue philosophique pour essayer évidemment de voir comment ça pouvait interroger ce public. Donc bien entendu, comme les personnes incarcérées, les personnes migrantes correspondent certainement à des catégories de personnes vulnérables, on l'a vu. Donc quand on s'appuie sur les questions de reliance, sur la pensée complexe de Morin, on s'aperçoit bien qu'effectivement, il y a une articulation à faire entre cette vulnérabilité qui est intrinsèque et puis évidemment extrinsèque du fait d'être migrant, d'arriver en France, le plus souvent sans statut, pour des raisons, on le voit très fréquemment, de santé. Hein. On a une migration de santé qui est très importante en fait en France aussi. On le voit dans les différents projets qu'on mène actuellement. Et puis, bien entendu, une vulnérabilité du fait que, on va le voir maintenant, l'école, bien entendu, même si elle prône l'inclusion dans la loi de refondation pour l'école, eh bien, a malgré tout des difficultés à former les enseignants de toutes les classes ordinaires, hein, de l'école maternelle jusqu'au lycée, à l'accueil et ensuite à la scolarisation de ces publics migrants. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on voit bien qu'il y a cette double vulnérabilité finalement qui est en jeu avec ces publics. Alors, ce qu'on pourrait dire ensuite par rapport à ces publics, c'est qu'effectivement, c'est important de reconnaître la vulnérabilité. Hein. Justement, c'était la question qu'on a eue parmi nos auditeurs. Est-ce que c'est un objectif désirable d'éliminer la vulnérabilité? Alors, là aussi, moi, je montre patte blanche. Bien entendu, c'est important de considérer ce public comme un public vulnérable parce que ça veut dire qu'on a une attention particulière à ce public. Mais en même temps, il peut y avoir des effets contre-productifs, notamment, on le verra tout à l'heure avec le numérique. Est-ce que
finalement, équiper tous les enfants migrants de tablettes, ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle, mais si on le faisait dans les salles de classe, qu'on essaye de faire dans certains projets, on peut s'apercevoir aussi que ça peut être contre-productif parce que d'une certaine manière, on les isole des autres et puis on fait tellement de différenciation pédagogique que finalement, au niveau de l'activité de groupe, finalement, on a du mal à développer une communauté d'apprentissage où ils ont une place qui est une place pleine et entière et pas forcément, vous voyez, une place où on les considère comme vulnérables. On va numériser ce qui est de l'ordre du pédagogique, mais finalement, on peut aussi les mettre de côté. Donc ça, je pense que c'est des points qu'on a en commun par rapport à l'enseignement en prison et ce qu'a développé tout à l'heure Frédéric. Donc, bien entendu, on est favorable à la reconnaissance, hein, donc on reconnaît ensemble hein, effectivement cette question. D'ailleurs, on le voit aussi dans les textes officiels de l'éducation nationale, où on voit que d'abord ces élèves étaient considérés comme étrangers dans les premières circulaires, puis ensuite migrantes, ensuite considérés comme en absence de langue, un non francophone. Maintenant, on les appelle allophones. Alors moi, j'aurais préféré que dans les circulaires, on propose plurilingue parce que je trouve que c'est plus positif. C'est pas uniquement dire que les élèves, effectivement, parlent une autre langue que le français, mais dire, voilà, ils ont un potentiel. Justement, là, c'est pas la vulnérabilité, c'est cette possibilité de se construire avec, justement, des ressources et des potentialités. Donc ça, je pense que ça peut faire aussi l'objet de discussions par rapport à nos trois questionnements. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'école inclusive, quand on regarde aussi les textes de l'éducation nationale, on parle beaucoup des élèves en situation de handicap. Donc, effectivement, ça pose question, puisque pour nous, un élève migrant n'est pas en situation de handicap a fortiori. Effectivement, il a un développement de ses compétences langagières au niveau du français à développer, mais on ne peut pas considérer que c'est un handicap physique ou mental. Donc, vous voyez, là c'est effectivement, il y a une survulnérabilité de ces publics qui, à mon avis, peut être contre-productive. Par exemple, également, on a l'école, l'Institut national pour le handicap hein, à côté de Paris, qui propose énormément de formations aux enseignants pour les élèves en situation de handicap, mais aussi pour les élèves migrants, et qui associe aussi des chercheurs sur le handicap qui se préoccupent des enfants migrants. Donc là, je trouve que c'est intéressant, justement, d'interroger le concept de vulnérabilité pour montrer qu'on ne peut pas forcément mettre sur un même pied différents types de public selon les différents besoins, et ce qui est de l'ordre de l'intrinsèque et de l'extrinsèque. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire dans différents projets, hein, dont je vous en ai mis un certain nombre. Donc dans le projet Maldives, Majority Language and Diversity, donc on a essayé de montrer aux enseignants qu'on peut travailler avec de la diversité dans sa salle de classe, mais en faisant une ressource intéressante à la fois pour les élèves migrants, mais aussi à la fois pour les élèves francophones, puisqu'il y a une ouverture à l'altérité et il y a une co-construction de compétences qui se fait ensemble avec des intérêts des uns et des autres, où on voit que finalement, il n'y a plus un public vulnérable et un public qui, lui, voilà, suivrait une scolarité ordinaire, mais vraiment une sorte de travail de co-construction avec l'ensemble du public. Donc voilà, ça c'est aussi des propositions qu'on fait pour essayer de dépasser un concept de vulnérabilité qui finalement serait enfermant. Le travail aussi sur les biographies langagières, hein, sur justement se rendre compte que chacun a des trajectoires de mobilité, etc., mais que c'est valable pour tous. Hein. Là, il y a des formes d'universaux qui sont intéressants à travailler aussi. Il y a un projet académique piloté par Frédéric Miquel donc, à Montpellier qui s'appelle « Ces élèves qui nous élèvent ». Et par rapport à ce que vous avez dit tous les deux, Frédéric et Lucie, sur la question de la relation, je trouve que c'est intéressant parce que justement, c'est l'enseignant qui lui-même est élevé par ses élèves. Et oui, lui aussi, il se met en situation potentiellement vulnérable, mais finalement, c'est un gain parce qu'il va pouvoir apprendre de la situation hein, et on va pouvoir avoir comme ça des renversements de paradigme. Donc ça me semble effectivement intéressant aussi à discuter avec le public après. Alors, je réponds à une autre question qu'a posée Frédéric. Est-ce que les technologies numériques pour les personnes vulnérables, c'est une fausse bonne idée? Alors, effectivement, hein, nous, ce qu'on a vu dans différents projets, dont un projet qu'on est actuellement en train de mener avec Jérémy Sauvage qui s'appelle Sirius Education and Migration, c'est un projet de la Commission européenne où, en fait, on essaye de voir justement comment on peut aussi soutenir les familles dans l'éducation et l'aide
aux familles, justement par rapport au soutien que les familles peuvent avoir auprès de leurs enfants, alors même qu'ils peuvent avoir des difficultés avec le français et alors même qu'ils sont en difficulté numérique. Donc ça, c'est intéressant parce que, par exemple, au collège en France, tout ce qui est de l'ordre des devoirs, des évaluations, ça passe par… donc un logiciel Pronote, et nous on s'est aperçu que pendant notamment avec le confinement, que tous les parents qui n'étaient pas équipés en téléphone, en connexion internet, et ne parlons pas de tablettes ou d'ordinateur, bien entendu, ils se retrouvaient alors là dans une énorme vulnérabilité puisque là la scolarité était interrompue. Donc on voit que l'accès à la technologie là, elle peut rendre vulnérable. Donc c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Donc là, je vous ai mis une figure que j'aime bien sur les 4 étapes effectivement de l'accès au numérique. On a tout le côté effectivement déjà, est-ce qu'on est prêt au niveau cognitif à travailler avec ces ressources? Donc on voit que pour certaines familles, ça les dépasse totalement hein, parce qu'ils sont tellement préoccupés par d'autres éléments de leur vie quotidienne que voilà, tout ce qui est de l'ordre du numérique, c'est pas forcément leur priorité. Après, est-ce qu'ils ont un accès physique, donc tout simplement à la connexion, etc. Donc là, on voit aussi que c'est complexe et que parfois, dans nos projets de recherche, on équipe des familles pour justement qu'il n'y ait pas cette rupture numérique qui est cette fracture aussi soit présente. Après, il faut que les familles développent des compétences numériques et on s'aperçoit que c'est compliqué parce que quand c'est des sites en français et qu'ils ont des difficultés avec le français, là, ils peuvent se sentir aussi vulnérables. Donc, quels usages on va faire de ce numérique? Et donc, c'est ce qu'on est en train d'étudier actuellement où on s'aperçoit que on va essayer aussi d'ouvrir des potentialités autour de modules d'apprentissage des langues ou d'accès à différents sites pour justement soutenir les familles et les élèves dans cet usage du numérique qui finalement est obligatoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'il s'agit de travailler ensemble. Vous voyez, donc ce que je voudrais aussi vous dire et terminer par ça, c'est qu'effectivement, ce qu'on essaye de faire en termes de travail dans notre laboratoire, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, on ne peut plus avoir une approche où on est dans l'analyse pure, où on est dans l'analyse appliquée, on va dire voilà, c'est tel dispositif qu'il faudrait mettre en œuvre, mais on est vraiment plus dans des recherches qui sont impliquées, où nous, en tant que chercheurs, on s'implique évidemment à co-construire des données avec nos publics par rapport aux usages, aux besoins qu'ils ont du numérique, des langues. Et ça, je pense que ça caractérise vraiment ce qu'on essaye de faire et qui est beaucoup plus engageant finalement pour le chercheur. Hein. Donc, c'est ce qu'on fait aussi dans un autre projet sur les sciences et les publics migrants où on propose justement des vidéos scientifiques dans diverses langues pour qu'on n'attende pas de connaître assez bien la langue pour pouvoir justement développer des compétences en mathématiques qui sont demandées au collège ou au lycée, par exemple. Donc ça nous intéresse fortement parce que là, on voit que, au contraire, le numérique permet de pallier une situation de vulnérabilité par rapport à la langue et propose des éléments qui sont intéressants. Donc moi, vraiment, je trouve que c'est particulièrement fécond de voir qu'il y a une double face à ces questions de langue et de numérique. Autre chose aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que ça veut dire de travailler en équipe de façon à la fois pluridisciplinaire, pluristatut. Hein, on travaille beaucoup avec des associations, pas uniquement qu'avec des enseignants-chercheurs, avec des enseignants aussi, membres de l'éducation nationale. En prison, c'est pareil au niveau des travaux de Lucie, de travailler avec les enseignants participants au projet. Et donc, on a vraiment des méthodologies qui sont adaptées aux différents terrains. Donc, dans les projets que je vous ai présentés, que ce soit Sirius, on travaille davantage avec les associations, avec les familles, ou Escape, où on travaille sur des vidéos numérisées, multilingues, etc. Finalement, on s'est adapté à des demandes et à des besoins de vulnérabilité qui sont très, très divers. Donc, c'est ça qui nous permet justement de faire un peu une proposition de sur-mesure. Ce que je voudrais dire aussi pour terminer, c'est que évidemment, ça veut dire qu'il y a des nouveaux moyens de formation à proposer aussi via les humanités numériques
pour former à la fois ces publics, mais aussi les gens qui les accompagnent. Donc, on a parlé tout à l'heure des enseignants, des personnels qui travaillent dans les prisons, etc. Et ces compétences, elles sont multidimensionnelles, à la fois techniques, à la fois théoriques, à la fois pratiques. Et ce qui nous interroge aujourd'hui, c'est qu'effectivement, par rapport à notre travail, on va dire, ordinaire de chercheurs, engagés dans ces investigations, ça veut dire que finalement, nos actions sont assez diverses, nos méthodologies sont assez variées et qu'il semble que prendre en compte vraiment les différentes dimensions de cette réalité, ça impacte aussi notre travail de chercheur, à la fois du point de vue théorique et pratique, et que ça aussi, c'est intéressant à interroger actuellement. Voilà, je vous remercie beaucoup et j'espère ne pas avoir été trop longue. On vous met la bibliographie en accompagnement et bien entendu, on est ouvert à toutes vos questions, donc soit sur le fil de discussion, soit directement, voilà, en prenant la parole sur